On va se reposer la question de où se fait la médiation numérique aujourd'hui. Donc, je suis ravie d'animer ce format table ronde que j'ai essayé de concevoir un peu de manière participative. Donc, il ne faudra pas hésiter à poser vos questions et interagir du coup avec les intervenants ici présents tout au long de notre format. Normalement, j'ai un complice dans la salle qui devrait répartir le micro et je ne sais pas qui se charge de ça encore, mais ça va être, on va faire ça au fur et à mesure. Alors, Carmen Rouchet, du coup, je travaille pour une activité du groupe POP qui s'appelle Pop-Up, plus particulièrement. Nous, on travaille autour des questions d'innovation publique et on me demande souvent en quoi l'activité Pop-Up est en lien avec le numérique. Alors, pour répondre à cette question, généralement, j'explique deux choses. La question de l'accompagnement et de la formation des collectivités territoriales, justement, sur les questions de comment est-ce qu'on va impliquer l'usager, le citoyen, dans la conception du service ou du dispositif qui lui est destiné. Ce sont des questions primordiales. Et certainement que le numérique n'est pas un sujet frontal dans l'approche, mais pour autant, les mutations apportées par le numérique dans beaucoup de secteurs d'activité reposent justement la question de faire le lien entre les besoins d'un côté et les outils de l'autre. Donc du coup, l'activité pop-up, finalement, elle est aussi issue de ce mouvement numérique, notamment par le fait de créer de la transversalité et d'impliquer du coup les usagers au centre des processus de conception. Alors, aujourd'hui, donc, pour interagir avec les intervenants, vu qu'on n'est pas très nombreux dans la salle, on pourra... donc, il y a François-Xavier, là, je vois que ça va être mon complice micro dans la salle. Il ne faudra pas hésiter à l'interpeller si vous souhaitez prendre le micro directement. Les personnes à distance sont invitées à participer en posant leurs questions justement via le QR code et le lien. Vous pouvez aussi utiliser ce QR code. Je tiens juste à signaler que les QR codes qui sont derrière les chaises ne sont pas les bons. Donc, n'essayez pas d'utiliser ces QR codes qui sont derrière les chaises sur lesquelles vous êtes assis en ce moment, ça ne marchera pas. Vous avez des feuilles qui circulent aussi là dans le public si vous souhaitez contribuer. Sachant que les participations, du coup, seront plutôt anonymes via le Framaform. Et du coup, bien sûr, vous pourrez aisément prendre le micro et interagir aussi avec les intervenants comme évoqué. Alors, sans plus tarder, je vais laisser les personnes présentes sur la scène se présenter et notamment, je vais lancer la première question donc, de cette table ronde. Ah oui, et pardon, j'excuse Claudie Martens qui n'est pas là aujourd'hui car elle nous a annoncé tout à l'heure qu'elle était cas contact. Donc, du coup, nous sommes finalement, enfin, vous êtes finalement que 3 sur scène, mais vous étiez censés être 4. L'intention de cette table ronde, pour repréciser, c'est de pouvoir illustrer comment est-ce que le numérique, qui jusque-là, en tout cas il y a une dizaine, une vingtaine d'années, pouvait être considéré comme un secteur en tant que tel, finalement devient un sujet pour tous les secteurs. Donc l'intention de cette table ronde, c'est bien finalement de faire parler des personnes représentant du coup différents lieux potentiellement concernés aujourd'hui par ces questions de médiation numérique. Et je vais les laisser du coup se présenter. Toujours Emmanuel Roux, et donc le chaudron.io est plutôt dans pourquoi et comment agir au cœur de l'entreprise et qui est au cœur du territoire par définition. Bonjour, c'est fort. Sarah de l'association La Cloche. Moi, mon association elle a pour but de créer du lien social entre les habitants avec et sans domicile au travers de différentes actions. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc je suis Gaëtan Perche. Je travaille dans le groupe Transdev, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, comme opérateur de transport, et mon territoire d'activité est le territoire Artois-Gohelle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais le nom du réseau commercial, c'est le réseau Tadao. Et je dirige tout ce qui est projet, prospective et innovation au sein de cette structure. Donc, vous êtes invités aujourd'hui à cette table ronde parce que vous êtes les représentants justement de certains domaines ou secteurs d'activité qui jusque-là auraient pu ne pas se sentir concernés directement
par les questions numériques, mais finalement, eh bien, on se rend compte que c'est peut-être le cas, et du coup, c'est l'objet de la première question, c'est-à-dire quelles sont les mutations en lien justement avec le développement des pratiques et des usages numériques qui impactent vos secteurs aujourd'hui et de quelle manière? En fait, pour pouvoir répondre à ça, je vais revenir à deux, trois éléments. Le premier élément, avec ce que disait Jean-Jacques ce matin, Jacques-François d'ailleurs ce matin, pardon, le numérique nous a effectivement touchés partout, dans tout, et ça depuis très longtemps. C'est-à-dire que moi, j'ai été impacté dès mes 10 ans en 1984 sur un Mosaic Thomson dans le grand plan informatique pour tous, et ça m'a déjà amené à me demander comment on changeait l'école et le métier de l'école. Et de fil en aiguille, de 2010, je vais vous faire la version courte, mais de 2010 à 2015, je me suis beaucoup impliqué dans la création de tiers-lieux et de lieux de fabrication numérique, des Fab Labs. Et ce que j'ai observé, c'est qu'au fur et à mesure où nous, on ouvrait des labs, dont le Bricolab chez ADO ici, à Lille, entre autres, en 2013, chaque fois qu'on ouvrait un lab, et un lab en entreprise, chez Sodebo, chez GRDF, chez dans plein d'autres, voilà, variées et diverses, et bien en fait, à la place d'emmener un lieu qui permettait aux gens de gagner du pouvoir d'agir, on amenait un lieu qui faisait peur et qui amenait les gens à, au contraire, s'en exclure. Ça a été ça notre premier constat, en fait. Et pourquoi? Parce que dans l'entreprise, et c'est ça qui est important, le numérique vient tout changer. Le numérique a un pouvoir, non pas d'incapacitation, mais de rendre en incapacité de faire. Par exemple, je suis routier, alors je vais laisser peut-être cette question, mais moi j'ai exemple d'une PME vendéenne, parce que je suis en Vendée à base, qui a mis des smartphones dans la cabine pour pouvoir, sur les pilotes routiers, mais qui du coup s'est confronté au fait qu'il ne savait pas toujours utiliser un smartphone. Par exemple, je suis dirigeant d'entreprise ou je suis acheteur. Je suis acheteur, ça veut dire quoi? Acheter des services numériques. Et comment, là où je sais acheter des produits normaux, comment j'achète des services numériques? Ce n'est pas la même chose. Je suis juriste de l'entreprise, comment je dois faire du droit numérique? Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez prendre tous les métiers, hein. Je suis magasinier, ça veut dire quoi? Faire un inventaire à l'heure du numérique. Je suis concepteur de vélo chez Decathlon, ça veut dire quoi? Concevoir un vélo à l'heure de l'objet connecté et du numérique. Je suis médecin, d'autres employés en parler, etc., etc. Donc, en fait, notre constat à nous, c'est que tout le monde se fait percuter par ce truc-là et qu'en fait, ce n'est pas parce que vous êtes, entre guillemets, inclus socialement, vous avez un salaire, vous êtes voire cadre dirigeant et vous êtes un très grand dirigeant et autres, que vous êtes mieux armé que quiconque pour pouvoir vous approprier le numérique au service de vos projets, de votre mission. Et je vais vous donner qu'un seul exemple pour finir. J'ai rencontré ici sur l'île un très grand dirigeant d'un fonds qui est très riche et qui n'a vraiment aucun problème d'inclusion sociale, encore une fois, vraiment au loin de là, qui m'a dit moi j'ai un problème parce que de toute façon, j'ai tellement bossé que globalement j'ai très peu de famille et je suis plutôt seul. Et c'était un monsieur qui avait plutôt 70 ans qui me disait ça et qui dit que depuis que j'ai changé de voiture, il s'est acheté une très belle voiture d'une très grande marque très chère. Eh ben, je ne peux plus écouter de musique parce qu'il n'y a plus de lecteur CD et je ne sais pas mettre, il paraît qu'il faut passer par le smartphone, le Spotify et compagnie, et je ne sais pas faire. Donc, voilà, donc le sentiment d'empêchement, le sentiment de perdre la capacité de faire, je l'ai vu dans tous les milieux, tous les endroits, y compris donc, dans le monde de l'entreprise. Nous, au niveau des mutations qui vont avoir impacté la cloche, mais en fait, depuis qu'elle existe finalement, parce que, comme vous disiez, le numérique, c'est présent depuis très longtemps, ça va être surtout au niveau des démarches du public qu'on accompagne, soit les personnes de la rue. Nous, on n'est pas des travailleurs sociaux, donc on ne fait pas les démarches à la place des gens. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de problématiques de leur côté à réussir à faire les démarches, parce que maintenant, c'est très compliqué d'avoir quelqu'un, d'aller au guichet, ça n'existe presque plus. Et donc, il faut faire toutes ces démarches en ligne et ça complexifie énormément les procédures pour les personnes qui sont à la rue. Et je pense que c'est à peu près tout. Alors, moi, j'ai 30 ans d'expérience. J'ai commencé comme directeur informatique. Après, on m'a demandé de m'occuper du digital. Alors, tout ça dans le secteur industriel, hein, donc dans l'industrie de l'emballage, papeterie. J'ai fait l'industrie pharmaceutique, donc 10 ans d'expérience dans le secteur industriel. Et je suis arrivé en fait sur le métier du service, parce que bon, globalement, la mobilité, ce n'est pas un secteur qui se mondialise. Il faut toujours des conducteurs locaux. Donc, le choix en fait de travailler plus sur ces prestations de services
Et la mutation, pour moi, elle est double. Il y a une mutation interne au niveau de l'entreprise. Quand vous êtes DSI, il faut mutualiser des gros data centers. J'ai fini ma carrière dans le secteur pharmaceutique en centralisant déjà des data centers au niveau régional, mais dans l'industrie pharmaceutique, une région, il y en a 3 dans le monde, et puis à la fin, un seul. Et en fait, au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, je me suis aperçu qu'en fait, le vrai métier du digital, c'était au service en fait, du client. Et aujourd'hui, je pense que, c'est pour ça que je dis qu'il y a 2 dimensions. La dimension interne de l'entreprise qui se transforme. Nous, dans notre métier d'opérateur de mobilité, on parle de conducteurs connectés, on parle de contrôleurs connectés, on parle de clients connectés. Et pour moi, à aujourd'hui, c'est vraiment un moyen pour apporter de la valeur au niveau de l'entreprise et d'aller chercher des clients. Je ne vais pas sortir en fait mes références, mais à aujourd'hui, un service marketing dépense plus sur le numérique qu'un directeur informatique. Ok, merci. Je ne sais pas si l'association La Cloche est connue de toutes les personnes dans la salle ou non, mais je me dis que ça vaut peut-être le coup que tu puisses présenter un petit peu plus précisément, en tout cas, l'association, son mode de fonctionnement. Du coup, l'association La Cloche, c'est une association qui est nationale. Elle existe partout en France, dans les plus grandes villes. Nous, à Lille, on existe depuis 2017. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment créer du lien social entre habitants avec et sans domicile. Pour ça, on a créé un premier projet, en fait, qui s'appelle le Carillon et qui est un réseau de commerçants solidaires qui vont proposer des services qui sont gratuits et accessibles à tous. Ça va être des services super simples, genre aller aux toilettes, remplir un verre d'eau, charger un téléphone, qui changent le quotidien quand on est dehors, mais qui, en plus, permet aussi de créer ce premier lien avec les commerçants. On s'est aussi rendu compte en fait, qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient agir pour aider et soutenir les personnes de la rue, mais qui ne savaient pas comment faire. Et donc, ce réseau de commerçants a été trouvé pour ça. Et on a également, outre les services, mis en place ce qui existait déjà ailleurs. En fait, on n'a pas innové sur ce principe-là, mais ce qui s'appelle les produits en attente ou suspendus. C'est super connu avec les cafés, mais on l'a utilisé pour faire aussi avec de la nourriture, des places de théâtre, etc. Et donc, ça permet vraiment aux personnes de la rue de répondre à des besoins, mais aussi de créer ce lien avec des commerçants où ils étaient parfois devant à faire la manche, où ils passaient parce qu'ils bougeaient en ville, et donc faire ces premiers liens. Nous, après, on fait ce qu'on appelle 3 points de repère par semaine. On a un camion, en fait, on décide de pas avoir de local. Et donc, on a un camion qui est un peu notre bureau mobile, qui a été co-construit avec nos bénévoles. Parce que nous, toutes les personnes qui viennent et qui participent avec ou sans domicile sont des bénévoles. Et donc, ce camion était co-construit et réfléchi ensemble pour voir ce qu'on y mettait dedans. C'est-à-dire, on a une cafetière, on a de quoi faire à manger, on a de quoi bricoler. Et on a également toujours un ordinateur présent pour les personnes qui voudraient accéder à l'ordinateur. Et en dehors de ça, on a aussi d'autres programmes qui sont plutôt autour d'ateliers inclusifs, qui vont être du bricolage, de la cuisine, etc. Où l'idée, c'est vraiment toujours de créer ce lien et de favoriser les dynamiques de toutes les personnes qui participent, et également en fait, de faire ensemble et de ne pas faire pour les gens de la rue, mais de faire vraiment tous ensemble. Alors, du coup, je ne sais pas si des personnes ont déjà des questions à ce stade-là dans la salle. Il me semble que sur le pad, on a déjà reçu une question. Il y a déjà une question sur le pad, c'est la suivante. Comment travaillez-vous la médiation numérique dans l'entreprise? Et il y en a une suivante aussi. Avez-vous des exemples concrets avec des entreprises de Hauts-de-France? Oui, bien sûr, je prends. Oui, alors comment on procède? Donc, au Chaudron.io, on a fait le choix. On a plusieurs principes, on a plusieurs choix. Le premier principe, c'est de se mettre sur le chemin de vie de la personne et donc de se mettre au cœur de l'entreprise. Donc, la première mission qu'on a signée, c'est ici, puisqu'on a fait 6 mois chez Decathlon. On a ouvert une techno-auberge interne sur le site de Between Village pour permettre aux métiers de mieux apprendre à dialoguer avec les DSI et les DSI, ou le SI, de mieux apprendre à dialoguer avec les métiers. C'est-à-dire de faire un lieu d'intermédiation entre métiers et SI. Alors, nous, on rêvait de s'installer sur le site de Between Village côté après les caisses, c'est-à-dire côté client pour accueillir les clients et les collaborateurs en même temps.
on n'a pas réussi. Ils nous ont demandé de le faire en interne déjà. Il y avait déjà tellement de monde en interne à recevoir. Et donc, c'est vraiment la techno-auberge, c'est vous passez, vous asseyez 15 minutes, vous buvez une calène, vous mangez une madeleine, vous buvez un café. Et pour une demi-heure, 1 heure, 2 heures, vous participez à un atelier plus ou moins participatif et à une activité, on va dire, numérique. Et à partir de 16 heures, entre 16 et 18 heures, le lieu devenait un espace de coworking interne à l'entreprise et permettait à n'importe quel collaborateur de venir s'installer. Et donc, on a fait beaucoup se rencontrer des acteurs de l'entreprise qui tous venaient nous poser des questions sur un même sujet, mais ne se connaissaient pas, et on les invitait à 16 heures autour d'un café, et ça a donné des groupes projets, ça a permis à l'entreprise de démarrer des projets en interne. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse qui, honnêtement, est très satisfaisant. On l'a fait à la COS aussi, dans les URSAF, on a fait la même chose, on est resté 1 an et demi, on a pris une salle de réunion, c'est très facile, hein. Pas besoin de mobilier de coworking, ça ne coûte pas cher, rien. On prend n'importe quelle salle, et on dit cette salle avant était fermée, maintenant elle est par défaut ouverte, et on y met une programmation. Donc, extrêmement simple, on va dire, en modalité. Et après, donc, on a fait 1 an et demi à la COS. Et après, on a fait une très belle opération avec le groupe Crédit du Nord et l'agence Rio, ici aussi à Lille, qui est absolument magnifique, l'Agora Crédit du Nord. Et on l'a fait dans 10 autres Agora en France du groupe. On a monté des pop-up schools. Nous aussi, on s'appelle pop, mais ce n'est pas le même. Tu vois. Voilà. On a fait des pop-up schools chaudrons où on crée un tiers-lieu éphémère au sein de l'agence bancaire pour permettre aux clients, aux banquiers d'inviter son client à vivre ensemble une activité d'inclusion numérique. Donc, voilà. Donc, en fait, on considère d'abord que c'est des hommes et des femmes. En fait, les salariés sont d'abord des citoyens. Le pari du chaudron, c'est de dire que votre DRH, votre logisticien, votre dame à l'accueil, votre assistante commerciale, je sais pas moi, votre directrice de la logistique et ce que vous voulez, sont tous des hommes et des femmes qui parfois sont aussi parents, qui parfois sont aussi élus, qui parfois sont aussi membres d'associations comme la vôtre, qui aussi qui ont une vie en fait à côté. Et que donc, en étant payés par leur employeur pour les adresser, eux, on adresse les acteurs des territoires. Et c'est pour ça que j'invite vraiment la médiation numérique. Déjà, arrêtez de se dire, s'il vous plaît, si j'ai qu'un seul message, je me permets, hein, mais si j'ai qu'un seul message, oui, le chiffre de 13 millions est peut-être fédérateur. Mais ce fameux chiffre de 13 millions, il est extrêmement faux. Je vais être un peu provoque, hein, mais désolé, je suis aussi là pour ça. Il est extrêmement faux. Parce que la difficulté d'inclusion numérique, je ne sais pas parmi nous, et je vais être très provoque, je ne suis pas sûr que parmi nous, il y ait beaucoup de gens qui soient inclus numériquement parlant. Si on pose non pas la définition de l'inclusion comme étant la capacité d'être consommateur de services produits par d'autres, mais si on pose la capacité à être ici, capable d'aller concevoir et participer de la production des services numériques. Dit autrement, si on vous demandait votre avis sur faut-il créer ou pas un data hub santé, eh ben, qui est capable de réellement participer de cette décision politique dans la salle? Et si être citoyen, c'est pouvoir penser le droit à la santé et à la sécurité sociale de demain, nous devrions tous l'être. Donc voilà, donc nous, notre constat au chaudron, c'est celui-là aussi, hein, c'est de dire le chemin de l'inclusion numérique est beaucoup plus fort si on doit tous être capables d'apprendre à écrire le monde et non pas seulement à l'utiliser. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, pardon, excuse-moi, mais, oui, ouais, c'est bon. Mais globalement, la modalité, c'est des lieux permanents, des lieux éphémères, puis après, on a plein d'autres actions variées et diverses, mais le pari, c'est l'événementiel, et on est en train de travailler à essayer de faire. Tu as 2 heures à tuer, apprends à chiffrer tes données dans un TGV. On rêve d'ouvrir des corners dans des aéroports. Voilà, c'est-à-dire que comment on essaye de s'installer dans des galeries commerciales. Comment on va là où les gens sont. Notre message pour la médiation numérique, c'est allons là où ils sont. Je rêve de m'installer sur des marchés publics. Les marchés où vous achetez vos fruits et légumes. Donc, sortons de nos lieux et allons à la rencontre. C'est un vieux débat, hein, je le sais. Hein, l'EducPop fait ça depuis très longtemps. Mais le monde d'entreprise est un milieu où il y a d'abord des citoyens et des hommes et des femmes. Des réactions dans la salle, des questions éventuelles en réaction à ça? Sinon, du coup, on passe… Il y avait une autre réaction justement sur le pad avant de continuer, Carmen. Donc, il y avait un commentaire justement qui commence par « La cloche, c'est génial ». Donc, est-ce que les personnes sans domicile fixe sont connectées au numérique? Et deuxième question, comment font-elles pour connaître les commerçants participants? Ok, bah, du coup, j'en profite pour amener la deuxième question qui, du coup, rebondit sur la question du public. Donc, effectivement, comment ces changements-là
ont pu impacter donc, les publics ou les usagers auxquels vous vous adressez, hein, ces hommes et ces femmes, voilà, qu'on est tous à un moment donné. Et bien du coup, peut-être, Sarah, si tu veux répondre la première. Est-ce que ça serait possible de revoir les questions? Ouais. Donc, c'était est-ce que les personnes sans domicile fixe sont connectées au numérique? Donc, du prisme de la cloche. Hein. Et comment font-elles pour connaître les commerçants participants? Alors, pour les personnes qui sont connectées au numérique, oui et non. En fait, ça dépend. Finalement, la majorité des personnes ont tout de même un téléphone portable, déjà, mais pas toujours un smartphone. Et de là, même si on a un téléphone portable, il n'est pas toujours avec une recharge, etc., etc. Donc, nous, on est là aussi pour orienter vers des partenaires comme Emmaüs Connect. J'en ai entendu parler tout à l'heure brièvement en passant. Mais Emmaüs Connect va fournir des recharges de téléphone moins chères, des téléphones également, etc. Nous, donc, dans notre réseau de commerçants, on a des commerçants, outre ce que je disais tout à l'heure sur les toilettes, etc., on a aussi des commerçants qui proposent d'accéder au Wi-Fi. Donc, si on a un téléphone qui a un smartphone et qui permettra donc chez ce commerçant d'avoir le Wi-Fi. Et on a un ou deux commerces qui proposent également d'avoir directement accès à un ordinateur sur place. Et donc, ces commerçants, ils sont répertoriés en fait dans une liste qu'on imprime et qu'on distribue à nos partenaires qui sont sur le terrain, les marottes comme les Restos du Cœur, des accueils de jour, etc. Et qu'on a également, nous, sur nos temps de repère, qu'on distribue à toute personne qui découvre l'association. Et on fait également ce qu'on appelle des sensibilisations de rue. Outre les personnes qui viennent nous voir directement au repère, il y a des gens qui ne se déplacent pas forcément beaucoup. Et donc, on va à leur rencontre et on leur propose ce petit carnet. Pour répondre à la question, en fait, la réponse n'était pas directe chez nous, parce que je travaille sur la mobilité, et en fait, la première question, c'est comment on approche en fait une mobilité inclusive. Donc, comment notre population, la population Artois-Gohelle, c'est un bassin de vie de 650 000 habitants, 45 quartiers prioritaires, 150 communes, donc en zone, avec des zones denses, des zones très rurales. Donc, on dit c'est un territoire assez hétérogène. Et donc, la première question qu'on s'est posée, parce qu'on a une collectivité qui a totalement modernisé en fait, son système de mobilité. Ils ont fait plus de 450 millions d'euros d'investissement pour faire des nouvelles lignes de bus, revoir le réseau, revoir en fait, tout ce qui est transport à la demande, des services spéciaux pour les entreprises, du vélo. Donc, en fait, notre première question, c'est comment on approche la population par rapport à toute cette modernité qui arrive sur le territoire, avec des habitants qui avaient l'habitude en fait d'avoir leur travail. On a l'héritage du bassin minier, d'avoir leur travail à côté de chez eux. Donc la question n'était pas directe, mais quand je vous ai énoncé l'ensemble des produits, parce que c'est un des sujets qui m'occupe la majorité du temps, c'est de créer des nouveaux services de mobilité, des nouveaux produits. Obligatoirement, le numérique en fait partie. Quand vous faites du transport à la demande, la plupart du temps, soit vous faites des réservations, vous pouvez toujours réserver par téléphone, mais pour avoir une ouverture 24 heures sur 24, vous pouvez réserver avec un site internet, vous pouvez réserver en fait maintenant avec des applications mobiles. Et au fur et à mesure qu'on développe ces nouveaux produits, il y a de plus en plus, le numérique est de plus en plus présent. Et du coup, notre question est double, c'est comment on approche cette mobilité beaucoup plus inclusive, comment on apprend aux gens en fait, à gérer leur mobilité dans un cadre pour leur travail, pour leur loisir, dans la vie de tous les jours. Et puis, indirectement, c'est comment ils font pour utiliser en fait, l'ensemble des outils qu'on leur met à disposition. Donc, moi, je dirais, chez nous, la question n'est pas directe, elle est indirecte. Pour une mobilité plus inclusive, il faut un numérique beaucoup plus inclusif. Pour moi, si mes usagers sont les TPE, PME, ETI ou grands groupes, c'est-à-dire le champ économique plutôt du pays, je dirais que le numérique les transforme autant que la fait l'électricité. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment dans la même ordre de grandeur.
Et que donc, ça implique quoi? Ça implique plein de choses. Ça implique que vous avez des boîtes aujourd'hui qui, à la fois, les concurrents changent, les business models changent, les modalités de comment travailler ensemble changent, encore plus avec du Covid et le télétravail qui a été largement accéléré. Les outils collaboratifs changent, les attentes des collaborateurs changent, tout change, globalement, on peut le dire comme ça. Et du coup, ça crée une grande forme d'incertitude et ça crée une grande forme de gens parfois qui… Alors, il y a deux types de populations. Il y a une population qui va y voir, et c'est un peu mon cas, une tonne d'opportunités, tout change, donc personne n'est légitime, donc il y a tout à inventer, mais allez-y. Voilà. Et de toute façon, tout est à faire, donc on est tous autant légitimes les uns que les autres. Ça, c'est ma vision peut-être optimiste du monde. Puis il y a des gens aujourd'hui qui, au contraire, se disent avant, je savais faire, mais maintenant, je ne sais plus faire, donc je me sens illégitime, y compris dans mon propre poste. Et donc, nous, le métier du chaudron, c'est effectivement cette question de l'inclusion, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on ramène les gens à se penser légitimes d'agir. Et je crois que c'est ça le grand enjeu pour moi de l'inclusion, c'est comment on amène les gens à se sentir légitimes d'être acteurs et à bien comprendre que, OK, ça change, OK, ils sont peut-être moins experts, OK, il y a plus d'incertitudes, mais comme tout le monde est dans ce cas-là, eh bien, globalement, c'est juste une nouvelle normalité et donc on est tous encore capables d'agir et d'être acteurs. Mais il faut passer d'un monde où avant, j'avais un job et j'étais capable d'imaginer mon job dans 15 ans. Peut-être qu'on peut moins se projeter, mais ce n'est pas grave parce qu'on va tous inventer au fur et à mesure. Et c'est vrai, et donc il y a un changement d'éducation derrière normalement. Ça devrait être, mais c'est un autre sujet, je crois. Et peut-être aussi, Sarah, tout à l'heure, on échangeait en aparté sur la question des bénévoles. Est-ce que toi aussi, tu as peut-être quelque chose à nous partager aussi là-dessus, sur comment est-ce que le numérique a pu aussi impacter l'organisation là-dessus? Oui, nous, au niveau communication, avec nos bénévoles, c'est pas toujours simple au quotidien. Dès qu'on fait des événements, des ateliers, il faut bien communiquer pour que autant le grand public que nos bénévoles soient présents et participent. Et en fait, on est obligé de passer par de nombreux canaux de communication pour ça. Comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui sont à la rue qui ont des téléphones, donc les SMS restent majoritaires, ou les temps de repère et de sensibilisation de rue pour aller vers les gens et leur communiquer directement de vive voix. On compte énormément sur le bouche à oreille également, qui n'est pas du tout numérique du coup, mais qui fonctionne très très bien dans le monde de la rue. Et sinon, après, on passe également par mail, etc. Et donc, on doit démultiplier les canaux de diffusion pour pouvoir informer au maximum de personnes. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, éventuellement, sur cette question de l'impact? Après, si vous vous sentez aussi concerné ou vous avez un témoignage à partager vis-à-vis justement de votre expérience, peut-être dans un autre secteur d'activité, c'est intéressant aussi d'ouvrir le débat là-dessus. Sur le chat à distance, pas de questions. Dans la salle, pas de questions. Oui, tout à fait. Je vais faire une réponse en deux temps. Le premier temps, c'est qu'on a travaillé typiquement avec Terre de Montaigu, et on travaille encore avec Terre de Montaigu sur la Vendée, où effectivement, par exemple, qu'est-ce que ça change pour les usagers, tu vois, on a réuni tous les acteurs tous les acteurs qui font de l'accueil dans une collectivité. Donc, l'accueil à la piscine, l'accueil à la bibliothèque, l'accueil à la mairie, l'accueil. Il y en a plein, en fait. C'est assez incroyable quand vous réunissez tous les gens d'accueil, c'est assez sympathique. Et on a travaillé sur est-ce que accueillir, c'est aussi savoir répondre à un message sur Facebook. Et d'abord, qu'est-ce que je fais à l'accueil quand les gens sont en démat, mais aussi comment j'intègre l'interaction aux interactions numériques. Est-ce que ça fait partie de mon poste ou pas, moi, d'accueil, de faire du community management, dit autrement. Donc, vous voyez, il y a plein de frontières comme ça. Pour autant, passer, pour répondre à la question complètement, passer pour une raison simple, c'est qu'on a démarré à 5 ans avec très peu d'argent, puisqu'on est parti avec 5 000 €. On a fait le choix jusque-là de la croissance organique. Et donc, on n'a pas su s'organiser, contrairement à Pop, pour aller chercher des contrats avec les collectivités territoriales. Et c'est vachement plus simple de négocier avec une boîte en fait qui paye une seule facture. Et voilà. Donc c'est vraiment que ça. Mais on est en train de s'organiser. On espère pouvoir bientôt le faire. Tout à fait. Ok, merci. Est-ce que c'était bon? Il n'y a pas d'autres questions, Julie, sur… Donc, du coup, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire là, est-ce qu'on peut maintenant évoquer un petit peu, du coup, quel type de réponse
vous apporter face à ces changements-là. Peut-être aussi, pourquoi pas revenir sur les indicateurs aussi qui vous ont mis peut-être un peu la puce à l'oreille sur il est temps maintenant, en tout cas, de se mettre en action et en mouvement autour de ces thématiques-là. Alors après, peut-être que vous n'avez pas non plus des solutions toutes faites à présenter, mais en tout cas, peut-être des pistes de réflexion ou d'expérimentation en cours, voire même peut-être des premiers apprentissages à partager. En tout cas, là, ça nous intéresse, nous, d'en savoir un peu plus sur mais comment est-ce que finalement un secteur pivote aussi et s'adapte à cette nouvelle donne. Je continue peut-être. Je crois que sur le comment, qu'est-ce qu'on fait opérationnellement, je l'ai dit, on crée, nous, ce qu'on appelle des expériences apprenantes. Donc, ça peut être des lieux éphémères, des lieux permanents, ça peut être, on a une data school chez Greenor en ce moment, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, l'idée, c'est d'embarquer par surprise les gens. C'est ça l'idée clé, en fait, c'est de les emmener. En fait, quelle personne ira s'inscrire à une formation s'il croit que ce n'est pas pour lui. Donc, c'est ça le premier constat, en fait, c'est de se dire, on ne va pas aller s'inscrire volontairement. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de s'inscrire le plus possible sur son chemin de vie? Et donc, on a fait des premiers niveaux, mais là, ce qu'on veut faire après, c'est équiper tous les salariés d'une boîte avec des slides qu'ils peuvent mettre au milieu de kick-off ou de slides de conférences ou de réunions pour hacker les réunions avec une slide de médiation numérique au milieu, en plein milieu d'une réunion, quoi, un truc complètement idiot, quoi, tu vois, mais comment tu rends, quand on pourra enfin de nouveau aller faire un peu de présentiel, bon, en ce moment, je vous l'avoue, même si j'ai envie d'être avec vous aujourd'hui, mais on rêve de piquer tous les plateaux repas, tous les plateaux des cantines et soit de les faire éditer, soit de mettre des fonds sur les plateaux avec des actions de médiation numérique sur les fonds. C'est vraiment comment on rentre dans le quotidien des gens. Ça, c'est le premier niveau. Et ça ne se fait pas sur une direction générale. Donc, première action pour nous, c'est d'adresser ceux qui décident. C'est-à-dire que si le dirigeant n'a pas décidé de le faire, ça ne se fera pas. Donc, on a besoin absolument de l'accord des décideurs et de leur volonté. Voilà, je crois que c'est ça le grand sujet. Et donc, on a besoin pour ça qu'ils comprennent l'intérêt, qu'ils comprennent qu'il y a un enjeu, qu'ils comprennent que leurs collaborateurs sont en difficulté, contrairement à ce qui est dit parfois, face au numérique. Et nous, on fait des actions aussi dans l'entreprise, je ne l'ai pas dit. Notre programme, ce n'est pas pour apprendre le geste métier, ce n'est pas pour apprendre à utiliser l'application mobile bancaire du groupe Crédinor, par exemple. On parle, je sais pas, on a même fait des ateliers de programmation pour les enfants des collaborateurs dans l'entreprise. On va jusque-là, on fait des actions, je ne sais pas moi, de sensibilisation, je vous dis n'importe quoi, évidemment à l'intelligence artificielle, évidemment à Twitter, à l'identité numérique, aux réseaux sociaux, etc. etc. C'est bien d'être d'accord avec le chef d'entreprise qu'on est là pour permettre une aisance numérique du citoyen dans son monde et dans sa vie. Voilà. Et ça, je crois que c'est essentiel de bien être sur ce champ-là et non pas uniquement dans une vision utilitariste. Pourquoi? Parce que j'ai des copains banquiers, je pense à une copine banquière où j'ai découvert qu'elle avait 35 ans, elle utilisait un ordinateur tous les jours, c'est dans une banque, tous les jours. Mais en fait, c'était toujours l'écran bleu de la Banque Populaire et donc elle m'a appelé pour installer en CM1 l'ordinateur de son fils. Parce qu'en fait, elle n'avait jamais vu un bureau d'ordinateur, elle n'avait jamais vu une icône normale, elle n'avait jamais installé quoi que ce soit, elle n'avait jamais navigué sur un navigateur qui n'était pas le navigateur de l'entreprise. Et donc, elle avait beau avoir 35 ans, être cadre bancaire dans une grande banque française, elle ne pouvait pas installer l'ordinateur pour son fils de CM1. Ça laisse réfléchir un peu sur ce qu'on trouve. Je vais peut-être démarrer. Alors moi, mes réponses sont toujours par deux, sont doubles. Voilà. Donc, c'est quoi les réponses en fait de Tadao par rapport à cette mobilité inclusive et cette réponse en fait au besoin d'avoir cette médiation numérique? Dans un premier temps, on a armé en fait le territoire avec une plateforme de mobilité, avec des conseillers mobilité. Donc voilà. Donc on a accompagné cette association en fait à se structurer, voilà, parce que ça prend du temps. De plus, on voulait avoir quelque chose qui soit pérenne dans le temps, donc avec une ingénierie sur le montage financier, ce qu'on appelle un business model, pour faire des bilans, des diagnostics autour, surtout sur les populations en fait, demandeurs d'emploi. Donc, on a trouvé sous forme de prescription. Donc, la première réponse, c'est ça, c'est d'apporter, en fait, d'outiller le territoire, en fait, avec une association
qui travaille sur les freins à la mobilité sous prescription. C'est un sujet qui est assez bien fléché en fait, par notre donneur d'ordre qui sont les collectivités. Et puis, une deuxième réponse, c'est que la réponse n'est pas simple. Du coup, avec la collectivité, avec tout l'écosystème en fait, Artois-Gohelle, on a créé un laboratoire qu'on a appelé Laboratoire des mobilités, sur lequel, en fait, tous les ans, on met sur le tapis les problématiques. Donc, quel est le parcours de mobilité des demandeurs d'emploi, la mobilité des personnes qui habitent dans les quartiers prioritaires, l'apprentissage de la mobilité, l'accessibilité. Voilà, donc des thématiques qu'on a depuis 2-3 ans, en fait, et on y répond. Alors, je prends témoin Carmen, parce qu'elle nous accompagne sur une des thématiques, notamment la mobilité, en fait, dans les quartiers prioritaires. Et c'est de la co-construction avec l'ensemble des partenaires. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et il y a beaucoup de solutions qui tournent autour du numérique dans les expérimentations qu'on met en place. Parce que voilà, c'est un moyen. Et du coup, il y a une interdépendance en fait avec ces deux solutions. D'un côté, on a armé avec une association avec des conseillers mobilité. On crée des outils, donc on crée des jeux voilà, sur un territoire. Sur l'apprentissage, on met en place en fait des stages avec des outils, des Oculus en réalité augmentée. Mais tout ça, il faut l'animer. Et du coup, en fait, la première étape de cette association, qui dans un premier temps était surtout d'armer avec des conseillers de mobilité pour faire des bilans, aujourd'hui, on sent bien qu'on a un besoin en fait, d'avoir ces médiateurs numériques pour faire le lien avec la population. C'est un dossier qu'on a en cours, alors c'est un peu long. Je pense quand on est une collectivité, c'est plus facile d'avoir des médiateurs qu'une entreprise. On a monté des dossiers avec Citeo, qui est un peu le professionnel en fait, de la médiation, cette association qu'on appelle EMA, Espace de mobilité Artois, et Tadao, justement pour armer encore le territoire en fait, avec ces médiateurs numériques spécialisés en fait, plus sur la mobilité. Parce que quand vous parlez de mobilité, il faut accéder aux titres. Nous, on a un territoire de 1000 km², on n'a que 5 boutiques. On a des dépositaires, mais ça veut dire qu'il faut aussi quelque part créer des tiers-lieux, faciliter l'accès en fait, aux titres de transport. L'information voyageur, tout le monde sait faire une recherche d'itinéraire. Non, pas tout le monde. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, nos solutions d'offres, elles ne sont pas monomodales, elles sont multimodales. Donc voilà, il y a un peu plus de complexité. Pour mailler un territoire tel que celui-là, on est multimodal, on est interopérable. Donc dedans, il y a le TER, il y a le réseau Tadao, il y a aussi toutes les mobilités douces, actives, le covoiturage. Le covoiturage aujourd'hui, c'est une application. Blablacar, c'est une application. Covoiturage courte distance, des acteurs comme Klaxit, Caros, c'est des applications. Tout est digitalisé. Donc voilà, la réponse, pour dire, elle est double. Armée avec des ressources, le territoire qui permettent de faire ça, les médiateurs numériques en font partie. Et puis nous, continuer en fait, à mailler le territoire avec des solutions et des offres et des produits qui, de facto, sont de plus en plus numériques. Sarah, du coup, peut-être pour réagir aussi sur la question des solutions ou effectivement des choses que vous explorez pour faciliter peut-être la rencontre à la fois des bénévoles, mais aussi des personnes sans domicile, justement avec ces questions-là, même pourquoi pas la sensibilisation aussi des commerçants qui entrent aussi dans le réseau. Est-ce que vous proposez des choses ou est-ce que vous avez lancé des initiatives dans ce sens? L'association de notre quotidien, c'est de favoriser l'autonomie des personnes qui viennent nous voir. J'avais lancé par exemple l'autonomie qui sont allés sur le domicile, on va dire, ça va être plutôt des petites formations sur les outils qu'on utilise. On crée nos affiches sur Internet, par exemple, qui est très assez simplifié, etc., comme le siège de la soie, pour que les bénévoles puissent aussi prendre partie accéder à ce genre d'actions. Après,
et puis l'accès sur les commerçants. Pour ça, il fallait pas des choses particulièrement les commerçants, pas sur l'aspect sur la technologie, la cuisine, comment accueillir une personne pour soi, sans par exemple avoir d'autant plus parce que cette raison, c'est que la personne vient se que ce soit bien passé, c'est déjà une personne qui est dans la sur les pattes, quelque chose un peu accent, on va plutôt une sorte de formation sur l'accueil des personnes dans une vie. Je sais pas si c'est la question. Monsieur le président, peut-être pour compléter sur quelques pistes, parce que personnellement, je connais depuis quelques années sur ce sujet, d'abord tout à l'heure, pour l'instant, c'est tout est dans le mais moi, dans la fait la question, apprendre tous les jours, évidemment, j'ai toujours un poste. Évidemment, moi, déjà, pour l'entreprise, c'est bien, aller sur le chemin de vie des personnes, c'est bien, apprendre par surprise, c'est cool. Pourtant, ça ne sert que si elle n'a pas une armée pour aller pour elle-même aller porter l'appareil. Donc, c'est comment est-ce qu'on équipe, comment on utilise, on a la même question quand on continue, c'est pour ça que je passe cette question en plus possible. C'est à la échelle, c'est 4000 et c'est à grande échelle, mais c'est exactement la même sujet. C'est comment on équipe, comment on dit, comment quand il y a. Donc, c'est comment créer un réseau d'ambassadeurs internes à l'entreprise qui peut peut-être aller faire des actions sur le territoire, ça, moi, j'en rêve. Je n'ai pas réussi à le faire encore. Je trouve très intéressant le modèle. Vous êtes l'entreprise qui a plutôt fait l'association dehors. Nous, on a plutôt fait des communautés à l'intérieur de l'entreprise. Mais du coup, on n'arrive pas à les envoyer sur le territoire. Je pense qu'on s'est fait avant. Et donc, il y a cette question de communauté et il y a la question du geste de maîtrise. Comment on rentre dans le quotidien vraiment de la personne. Chez Sodebo, on a fait des ateliers sur le lean management dans les ateliers industriels. Avec des découpes vinyles, on ne pouvait pas emmener les imprimantes 3D parce que c'était de l'alimentaire, on ne pouvait pas faire entrer du plastique. En l'occurrence, avec des découpes vinyles, et donc on a fait des ateliers d'initiation à découpes vinyles avec des ouvriers au service d'un chantier de lean management et d'amélioration continue. Donc, comment on se met au plus près de l'action du quotidien, quoi, voilà. Et comment on donne du sens, parce qu'on ne va pas aller s'acculturer. On est encore trop parfois au chaudron. On est encore aujourd'hui, on fait parfois un peu trop d'acculturation. Et l'idée, c'est quand même que derrière, la personne arrive à se l'approprier et ça peut ne pas suffire aujourd'hui. Je pense qu'il faut aller plus loin dans voilà, lui permettre de trouver à faire autrement avec le numérique et avec une vision positive du numérique, parce que j'ai pu dire tout à l'heure, et c'est vraiment notre fondamental, hein, c'est de dire le numérique est aussi un territoire d'exclusion, donc il ne faut surtout pas l'oublier. Mais pour autant, le numérique est un champ d'opportunité incroyable. Pour toute boîte aujourd'hui, aussi bien pour se mettre au service de la transition numérique, aussi bien de la transition écologique, pardon, le suivi des déchets, la traçabilité, la sécurité, la sécurité dans la santé, tout, l'amélioration du service usager, bien évidemment, tout, quoi, que le numérique peut être mis au service, c'est-à-dire qu'il y a un numérique positif possible et il y a un numérique utile au service de la société au sens large du terme possible. Et c'est à nous de l'inventer, de le créer, de le permettre, à condition que les gens n'en aient pas peur et n'y voient pas un ennemi, quoi, parce que sinon on n'y arrivera pas, en fait. Moi, je vais insister sur le fait que je pense qu'il ne faut pas hésiter à expérimenter. C'est pour ça qu'on a créé ce laboratoire. Pour ne pas avoir peur de l'échec, c'est compliqué à dire, mais voilà, nous, c'est un peu la dynamique qu'on essaye de faire au niveau de ce laboratoire. C'est bien fixer pour bien cadrer, en fait, bien exposer les problématiques. Et puis derrière, rapidement, en fait, de lancer des expérimentations en mettant en fait tous les parties prenantes autour de la table. Je peux prendre un exemple. On travaille en fait sur les collèges REP+. Voilà, on a démarré l'année dernière, on n'a pas mis de numérique dans un premier temps. Le numérique, c'est qu'un moyen. Cette année, on rajoute des outils pédagogiques pour donner un peu plus de côté didactique, parce que les gamins, il faut aussi les intéresser sur le sujet. Donc, on met la réalité virtuelle, réalité augmentée, excusez-moi. Alors, je ne suis pas entièrement expert, mais alors, on a filmé, en fait, on a modélisé totalement le réseau Tadao et on vient y mettre des incrustations et on les accompagne. Le chemin d'après, c'est d'intégrer en fait un diagnostic, voilà,
quoi le retour d'expérience sur ça, et puis rapidement essayer de généraliser. Mais voilà, si ça ne marche pas, on arrête. Moi, ce que je veux dire, c'est surtout expérimenter. Voilà. Ouais. Et alors, du coup, en complément, je me permets, expérimenter, oui, et le faire savoir. Parce que parfois, ce qu'on oublie, on a une très belle expérimentation, mais on ne le fait pas savoir. Nous, ça nous est arrivé plein de fois. Or, rendre lisible, faire savoir le succès, faire savoir aussi parfois l'échec, montrer qu'un tel a fait un truc bien, valoriser la personne qui est en train de faire un truc bien, ça permet, de valoriser la personne, et ça permet de dire à ses pairs, bah, regardez, il a trouvé quelque chose à en faire de ce numérique. Donc, il y a une question de rendre lisible toutes ces choses qui fonctionnent bien au quotidien. Un peu la théorie de la bonne nouvelle, vous voyez, si vous voulez, quelque part, quoi. Mais je crois qu'il y a plein de choses qui se passent bien dans nos organisations, y compris, et qui pourraient être en termes d'usage numérique. Les gens ne savent pas que c'est possible, ne savent pas qu'on peut faire comme ça. Donc, il y a une histoire de rendre lisible tout ce qu'on fait et que les autres pourraient faire sans même avoir besoin, mis à part de savoir que ça existe et que c'est possible, quoi. Alors, maintenant, je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a des questions. On a des questions du côté du PAD, donc il y en a deux. La première, c'est: existe-t-il des lieux de médiation numérique dédiés aux TPE, professions libérales et commerçants indépendants, par exemple? Et la suite de la question, c'est: est-ce le rôle des entreprises de faire de l'inclusion numérique avec leurs fournisseurs et l'ensemble de la chaîne de valeur? Bah, moi, je vais répondre à la question sur la chaîne de valeur. Enfin, moi, je suis opérateur de mobilité. Enfin, le modèle économique d'un opérateur tel que nous, c'est les recettes. Donc, c'est la fréquentation. Enfin, plus il y a de monde dans nos bus, dans nos systèmes de transport, plus on est intéressé et plus on apporte de la valeur à l'entreprise. Donc, notre intérêt, enfin, voilà, il est aussi d'aller chercher la clientèle. Comme je vous l'ai dit, on est sur le territoire Artois-Gohelle. Donc, aller chercher les gens qui sont aujourd'hui très éloignés en fait, de ces problèmes de mobilité. On a un taux de chômage qui est deux fois la moyenne nationale, concentration de quartiers prioritaires. Donc, c'est 17% de la population Artois-Gohelle. Donc, c'est notre clientèle. Donc, cette clientèle, il faut aller les chercher. Elle fait partie voilà, notre. Et on ne communique pas et on ne va pas chercher en fait ce type de population en fait avec des campagnes marketing qui soient uniformes. Donc il faut bien s'adapter aussi par rapport à ça. Donc si vous claquez une application Tadao qui fait le couteau suisse et qu'il n'y a personne qui sait l'utiliser, bah, vous avez tout perdu. Enfin, vous ne touchez pas à votre clientèle. Si j'ai bien compris, la responsabilité de l'entreprise par rapport à ses fournisseurs, c'est bien ça, hein. Je ne sais pas si c'est officiellement de sa responsabilité, je ne m'engagerai pas dessus, bien évidemment, mais par contre, nous, on travaille effectivement on pense que c'est un vecteur très important pour toucher les TPE. On pense qu'à partir si on arrive à engager, c'est pour ça que nous, on s'adresse plutôt aux ETI, on aime bien les ETI, les grands groupes, etc., parce qu'on pense que si une ETI ou un grand groupe décide de s'impliquer dans la montée en compétences de ses fournisseurs TPE-PME, bah, du coup, ça peut être un très beau vecteur pour les toucher, parce que les TPE sont très dures à toucher parce qu'elles sont très distribuées. Si c'est son client principal qui vous invite dans une action et qui dit d'ailleurs, par la même occasion, parce que c'est ça qui va se passer, hein, on a digitalisé tous nos systèmes d'information et dans 2 ou 3 ans, tous ceux qui ne sont pas compatibles avec lui, vous ne pourrez plus travailler avec nous. Eh bien, si l'entreprise fait ce choix, effectivement, l'entreprise a pour moi un devoir moral d'aider ses sous-traitants à se mettre à niveau et donc à pouvoir participer de cette nouvelle manière de travailler. Je vous ai derrière le poteau. Voilà, c'est ça le sujet. Donc, on a déjà été contacté, je racontais ça à table tout à l'heure, y compris de manière étrange par un très, très grand opérateur télécom du Vietnam qui voulait faire la transformation TPE des chefs d'entreprise vietnamiens et qui s'apprêtait à faire un grand programme pour les aider à monter en compétences. On n'a pas fait, le Covid est passé par là, et puis je me demandais de toute façon si on y allait ou pas, c'était un peu loin, on était encore un peu jeune, quoi. Bon, vous voyez, voilà. Mais en tout cas, je n'ai pas eu à trancher, finalement. Et beaucoup plus proche que nous, c'est ce qu'on fait avec le groupe Crédit Nord. Le groupe Crédit Nord considère qu'en tant que banque, alors ce n'est pas ses fournisseurs, c'est ses clients, hein,
ils doivent participer de permettre aux dirigeants de TPE de mieux utiliser le numérique au service de leurs activités à eux, entrepreneurs, parce que si pour que ces TPE deviennent plus grosses, deviennent de belles entreprises, puissent trouver leur marché, etc., la banque se sent effectivement un devoir d'aider ces entreprises à grandir. Voilà. Donc oui, plutôt oui et oui. Des lieux dédiés. Alors des tiers-lieux dédiés, moi ça me pose souvent un problème parce que le tiers-lieu par définition est plutôt un lieu où on croise l'autre. Donc les tiers-lieux exclusifs me posent toujours un problème conceptuel, on va dire. Et sinon, pour répondre à la question, j'en connais pas. Par contre, il existe un programme. C'est important, je vais prendre mon autre casquette. Donc, je vous disais, je suis aussi présidente d'un syndicat français qui s'appelle le Sinov numérique, le syndicat des petites et moyennes entreprises du numérique. Et au Sinov numérique, on est partenaire de l'AFNIC et d'autres acteurs. Et il y a un programme qui s'appelle Tous en ligne maintenant, et qui est un programme financé par l'État. Alors, je le maîtrise encore un peu mal, mais globalement, l'État finance des parcours d'acculturation des dirigeants de TPE éloignés du numérique pour permettre effectivement de créer des actions collectives de formation. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir le site Tous en ligne maintenant. Il y a des opérateurs sur les territoires qui essayent de le déployer. Nous, bientôt, on n'y est pas encore, mais on va au titre du chaudron, je vais bientôt le faire. Mais en l'occurrence, il y a ce grand programme qui est financé à date et qui permet d'aider des TPE à pouvoir s'approprier le numérique, effectivement. Pour peut-être compléter, je me permets, parce que du coup, sur le sujet dirigeant de TPE, il y a des choses qui sont menées dans les Hauts-de-France en termes d'expérimentation. Il y a des territoires qui se sont saisis de la question. Depuis 1 an, globalement, on commence à avoir des réponses à ces enjeux-là, en tout cas des débuts de réponses, des embryons. Je pense à des territoires, par exemple, comme Soissons, dont le lieu de médiation numérique, qu'on pourrait appeler un tiers-lieu, mais qui n'est pas complètement un tiers-lieu non plus, parce qu'il est surtout numérique avant tout, s'adresse principalement aux chefs d'entreprise, plutôt TPE, mais pas uniquement, parce qu'il y a une croisée des chemins à un moment qui doit avoir lieu. Je pense notamment à d'autres projets comme Pop Café sur la Mel, où c'est notamment dirigé sur des TPE. Enfin, on sent quand même qu'il y a une réponse qui s'organise et qu'aujourd'hui, dans les portes d'entrée, il y a évidemment le fournisseur, il y a évidemment la banque, et puis il y a d'autres portes d'entrée auxquelles on ne pense pas forcément. Il y a l'expert comptable, qui est une porte d'entrée super intéressante parce qu'il les identifie, les difficultés. Il va y avoir les impôts sur je ne sais pas faire ma déclaration d'impôt pour mon entreprise. Concrètement, comment est-ce que je fais pour la faire en ligne? Enfin, on a plein de canaux comme ça qui peuvent être très pertinents. Aujourd'hui, l'offre, elle est en train de se structurer petit à petit. Donc aujourd'hui, en 2021, fin 2021, on n'est pas encore capable d'apporter une réponse harmonisée dans les Hauts-de-France. Peut-être que d'ici 1 an, et j'ai bon espoir, on aura assez de réponses locales pour avoir quelque chose de plus harmonieux. Voilà. Merci. Est-ce que, du coup, maintenant, il y a des questions dans la salle, justement, à faire remonter ou à distance? Allez-y, hein, c'est à vous la parole. Vous pouvez aussi témoigner de votre propre expérience vis-à-vis de ces questions de nouveaux lieux, de nouveaux liens, de nouvelles postures. Et sinon, pas de... Bonjour, Mathilde du Chênelet. Chênelet, on est une structure d'insertion dans les Hauts-de-France, du côté de Calais, et puis aussi on a un site qui travaille avec l'Aisne, la région d'Hirson. Et voilà, c'est juste un témoignage où effectivement on expérimente là la mise en place de facilitation numérique en interne, et du coup l'expérience que vous venez le chaudron, ça m'intéresse beaucoup. Mais effectivement, dans cette optique de ramener cette question de la médiation au plus proche des gens et de leur quotidien. Et du coup, nous, on a saisi le quotidien du travail, puisque notre enjeu, c'est que les gens ils ressortent de chez nous armés pour ensuite durer dans une carrière professionnelle, et qu'aujourd'hui, le numérique devient essentiel avec cette question de comment on accompagne justement, les métiers vont évoluer et on est incapable de dire dans quel sens et sur quelles compétences. Et donc, le boulot, il est plutôt aujourd'hui d'armer les gens sur être en capacité d'aller se reformer
aller chercher de l'information, savoir comment la chercher, cette information, plus que d'apprendre à bêtement appuyer sur un bouton, quoi. Donc voilà, c'était juste pour dire, ça fait effectivement bouger des choses et ça questionne aussi notre propre métier d'accompagnement, puisque ça nous amène aussi à penser différemment ce que c'est que l'insertion professionnelle. Ouais, très intéressant, merci. Je peux aussi vous partager qu'on travaille aussi avec les compagnons du devoir. Et ça, c'est absolument passionnant, évidemment. On est, pour information, parce que ce n'est pas toujours très clair, le Chaudron est immatriculé à Lille depuis 5 ans. Il est né à Lille et j'espère enfin monter une équipe lilloise. Et je vous le dis parce qu'Emmanuel m'a dit, viens à table ronde, tu pourras aussi leur partager. Donc voilà, on cherche à monter une équipe lilloise. On ne sait pas encore comment la payer, sur quelle mission, mais on cherche à la monter quand même. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà. Mais en tout cas, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à s'installer ici, il n'y a rien à faire. Mais pour vous dire qu'on est chez Compagnons, et y compris les Compagnons à Lille, c'est aussi pour ça que je pensais, on est chez Compagnons et nous, on est installé dans la maison des Compagnons de devoir de Nantes. On a fait le choix d'installer nos bureaux non pas dans les lieux des startups, mais au cœur de la maison des Compagnons de devoir. C'est là où on est au cœur de la question de la transformation des métiers et de la formation, puisqu'ils font les deux. Et donc, on a fait un truc qui s'appelle la main aux données, qui sont des bagages de culture numérique pour le parcours des apprentis compagnons. Et dedans, on ne leur apprend pas à utiliser le numérique comme outil. On leur apprend à mettre le numérique au service de la recherche d'emploi parce qu'ils changent de boîte tous les 6 mois, mine de rien, ils changent de ville tous les 6 mois. On leur apprend à utiliser les solutions de mobilité, à trouver comment aller au boulot parce qu'ils changent de ville tous les 6 mois aussi. On leur apprend à être à l'aise pour aller chercher la CAF et je ne sais pas quoi, toujours pour les mêmes raisons, qu'on a quand même des grands itinérants. Et puis, on leur apprend à faire leur rapport de stage dont ils ont besoin en utilisant Word. Mais ce n'est pas on leur apprend Word, on leur apprend bien à faire un rapport de stage. Et là, on travaille avec eux sur un nouveau projet. Et dans ce nouveau projet, se pose la question, vous avez quand même affaire à des compagnons sédentaires, c'est-à-dire ceux qui sont installés professionnels, qui disent, non mais attends, le numérique, c'est bien, mais on n'en a pas besoin, quoi. Moi, je sais raboter mon bois et pour raboter du bois, je te promets, je n'ai pas besoin du numérique. Alors, pour autant, ils ont le numérique très intégré. Ils ont des machines à commande numérique partout. Hein. Et on cherche en ce moment à identifier comment on fait du numérique un nouvel outil de la boîte à outils pour de vrai. Et donc, comment est-ce qu'on fait du numérique chez eux un vrai geste métier. Et c'est super intéressant d'aller chercher le vrai geste métier. Et ça n'a rien d'évident. Et je vous invite tous à réfléchir à ça, de qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on peut le faire autrement, comment on peut le faire à l'heure du numérique autrement, ça veut dire quoi. Et en tout cas, on en vient à l'idée, je ne peux pas tout dire là, en plus parce que la mission est en cours, donc, mais dans quelques mois, je pense qu'on pourra publier là-dessus. Mais en tout cas, c'est passionnant parce que ça amène d'abord vraiment à une meilleure compréhension peut-être par le salarié de son propre geste métier pour se dire, bah, tiens, je perds du temps là, ou ça, je le fais autrement, ou ça, je pourrais gagner du temps ou de l'efficacité ou de la sécurité au travail autre si je le faisais autrement. Et qu'il faut générer cette analyse-là pour que l'autre se dise, ah bah tiens, ça fait du sens du coup de mettre le numérique pour faire ça. Et ce travail-là, il est absolument extraordinaire et ça passe par, et du coup, ça passe par l'autre, quoi. Ça passe par celui que nous-mêmes, on peut aider à réfléchir, mais on ne va pas trouver à sa place qu'est-ce qui va améliorer son geste métier à lui, c'est lui qui connaît son métier. Et moi, je pense qu'apprendre que son métier va évoluer, apprendre qu'on est quand même pour autant ceux qui sommes le mieux placés pour faire évoluer ce métier, parce qu'on connaît ses clients, ses usagers, parce que, etc., c'est ça le cœur du message, c'est de dire arrête de penser que les startups vont venir et vont le faire à ta place et vont te mettre au chômage, ou les robots ou l'IA. C'est comment toi, tu es au cœur de la transformation de ton activité, quoi. Et comment tu en es légitime, comment tu en as le droit et tu n'as pas besoin de diplôme pour ça parce que c'est toi qui es l'expert, c'est ce que disait, à chaque fois je me trompe, merci Jacques-François ce matin. Ce matin, c'est les premiers experts, c'est quand même ceux qui sont sur le terrain tous les jours, quoi. Enfin, moi, j'ai quelques ratios en tête. Enfin, quand je suis un directeur de projet, donc j'ai un gros portefeuille de projets. Quand ça touche en fait sur des sujets numériques, informatiques, on l'appelle comme on veut, digital. J'ai envie de dire que le coût en fait du logiciel, du système globalement, c'est 1/3. Le coût de la formation, c'est un 2e tiers. Et le coût de l'accompagnement au changement, voilà, pour moi, c'est un peu les ingrédients en fait dans un projet et à bien tourner pour que la mayonnaise elle prenne. Un exemple, aujourd'hui en fait un bus.
pratiquement aujourd'hui entre 20 et 30% du prix du bus, c'est des systèmes de transport intelligents. Vous mettez de la vidéoprotection, vous mettez des systèmes d'aide à l'exploitation, information voyageurs, vous mettez des systèmes de télébillettique, des systèmes de gestion de priorité au feu. Globalement, à aujourd'hui, tout à l'heure je rigole un peu, il y a des systèmes de radio, de tétra. C'est pratiquement, en fait, aujourd'hui sur un bus, c'est une grosse partie. Et le conducteur, il n'est pas neutre par rapport à ça. Tout à l'heure, je vous disais, tous nos salariés, on appelle des salariés connectés, conducteurs connectés. Tous les métiers sont impliqués par ça. Et j'ai bien aimé tout à l'heure, c'est que on peut mettre des conseillers numériques, mais au sein des entreprises, parce que je parlais surtout de notre clientèle usagée en fait, des transports en commun, mais même en interne, quand vous avez un projet de 450 millions d'euros, on a mis 40 millions d'euros de nouveaux systèmes. Et ça implique 30 nouveaux métiers en fait, dans l'entreprise. Donc voilà, il y a une grosse mutation. Et cet accompagnement au changement, elle est majeure à prendre en compte. Et je ne suis pas sûre de rester dans le thème tout à fait de la table ronde, mais je pense que dans ce que vous dites là, c'est un pivot absolument majeur. Moi, je pense que j'ai compris ce sujet-là aussi le jour où j'ai un ami qui m'a dit, avant, la banque, c'était des financiers qui utilisaient l'ordinateur pour calculer plus vite et faire plus vite les comptes. Aujourd'hui, une banque, c'est une plateforme technologique qui dessert des services numériques. Des services financiers, pardon, excusez-moi. D'accord ? Donc, c'est des développeurs qui font du service financier, dit autrement. Et donc, je vous disais, on a été chez Decathlon, c'est 2016. Moi, j'ai fait 6 mois chez Decathlon 2016, ici, là, vraiment, pas loin d'ici du tout. Et juste après, ils ont monté les coding schools internes, parce qu'en fait, le code, la manière de créer les services numériques, devient un geste métier. Et donc, ils ont réinternalisé, ils ont sorti les ESN, les prestataires de services numériques, hein, ils en ont sorti un bon nombre pour réinternaliser et prendre des magasiniers, prendre des vendeurs, prendre des directeurs de magasins, etc. Et ils leur ont fait faire des parcours de 6-9 mois de formation au développement web. De la même manière, ils ont passé tous leurs COMEX, donc tous leurs organismes de direction, on va dire ça comme ça, on pourrait faire ça avec les conseils municipaux, j'adorerais le faire. Ils les ont passés dans des stages de 5 jours sur les API et la data. Les API, c'est l'équivalent de la prise électrique, hein, c'est comment je permets à des systèmes d'information différents de dialoguer entre eux. L'interopérabilité, comme vous disiez tout à l'heure. 5 jours, les entités de direction. Et ça, ils l'ont fait il y a 4-5 ans, et c'est ceux qui, si vous voulez, devenir l'entreprise plateforme du sport. Je ne sais pas tout à fait où ils en sont, puisque je suis un peu moins dans le groupe en ce moment. Mais donc, ça veut dire qu'au-delà du premier niveau d'inclusion numérique, hein, dont on parle souvent, moi, j'invite vraiment à penser l'inclusion numérique dans la capacité à participer du projet. Quand vous dites 30 nouveaux métiers et 40 millions, effectivement, comment on embarque, comment on co-construit, comment les gens sont capables de prendre les décisions sur de tels projets, et comment ils sont tous acteurs, et comment le fait d'avoir participé à un projet numérique dans l'entreprise fait qu'il comprend mieux le sujet de la ville connectée, qui comprend mieux le sujet des enjeux de santé et de télémédecine, et que dans sa vie citoyenne, il est capable de mieux comprendre l'enjeu politique du numérique, parce qu'on n'a pas encore prononcé le mot, hein, mais le numérique fait société. Et comme le numérique fait société, il est d'abord politique au sens premier du terme. Et donc, c'est comment est-ce qu'on rend tous capables d'esprit critique et politique vis-à-vis du numérique. Et je pense que c'est peut-être ça notre enjeu, et que ça se passe par tous les vecteurs. Et encore une fois, l'entreprise, on est un grand nombre à en être et à en participer. Et sinon, on y participe en tant que futurs participants, c'est-à-dire étudiants qui allons aller dans des boîtes, en tant que fournisseur de l'entreprise, en tant que client de l'entreprise, en tant que salarié de l'entreprise, en tant que régulateur, l'expert comptable et compagnie de l'entreprise. Donc, l'entreprise est un beau pivot. Je pense qu'il va y avoir une sacrée mutation en fait, sur ces conseillers, sur ces médiateurs numériques. Il y a 30 ans, j'étais volontaire formateur en informatique pendant mon service civil. Donc, je formais, voilà. Mais en gros, j'expliquais ce que c'était qu'un ordinateur. Enfin, on ne va pas dire que c'était le début, ça date des années 80. Moi, j'avais démarré ça en 92, mais voilà, c'est quoi une souris, c'est quoi une unité centrale, comment elle est constituée. Et derrière, on enchaînait directement en fait, sur les outils bureautiques. Voilà, il faut apprendre à utiliser Word, Excel. Aujourd'hui, former la population, c'est former en fait, sur l'usage des services. Donc, c'est un métier. Je referai mon service civil aujourd'hui, j'appréhenderai plus du tout le sujet de la même façon. Et je pense que dans 30 ans,
ça aura également totalement changé. Donc, je pense qu'il faut toujours rester un petit peu en veille là-dessus. Cette approche servicielle, c'est vrai que le numérique est de plus en plus présent, mais elle est présente dans la vie quotidienne. Donc, tous les dispositifs d'accompagnement à la population changera et la façon de... Aujourd'hui, le nombre de gens en fait, qui font des formations, enfin, on appelle ça c'est pas des webinars, mais à distance, même les méthodes pédagogiques, les professeurs aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de distanciel, ont changé également de métier. J'ai envie de dire, ils sont plus aujourd'hui éditeurs de contenu qu'une approche pédagogique face en fait à une classe. Moi, c'est vrai que ce que j'entends là dans les échanges, c'est que plus que le côté outillage, formation, il y a aussi toute l'animation finalement et comment ça va entrer en écho aussi avec la vie vraiment quotidienne, on va dire, de ces personnes-là, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Du coup, ça devient vraiment un nouvel enjeu finalement aussi. On sait que le côté un peu boîte à outils magique aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas tout seul, en tout cas pas de manière autonome. Est-ce que éventuellement vous avez un petit mot là pour conclure un petit peu cette table ronde sur ce là. Après, peut-être qu'il y a encore des questions, j'avoue, je ne sais pas trop. Des questions de la salle. Pour conclure, j'invite à éviter un piège habituel. On peut se dire, ils sont jeunes, donc ils utilisent un smartphone toute la journée, donc ils sont inclus. La réponse est globalement non. Moi, j'ai des compagnons du devoir, ils ont entre 16 et 25. Alors, ils sont très bien inclus, en fait. Je vais là aussi être un peu provo. Ils sont très bien inclus, mais nos entreprises, nos associations, nos organisations, nos écoles sont déjà dépassées dans leurs interfaces. C'est-à-dire qu'en fait, on leur demande d'apprendre à utiliser une boîte mail. Mais eux, ils n'utilisent pas une boîte mail. Ils sont sur WhatsApp ou dans des messageries toute la journée, en fait. Donc oui, ils ne savent pas allumer un ordinateur parce qu'ils ont un smartphone toute la journée. Parce que dans nos boîtes, on leur demande d'utiliser un ordinateur, donc on en fait des exclus. Mais vous voyez, c'est le problème, il est aussi dans à quelle vitesse on est capable, nous, d'intégrer au fur et à mesure les nouveaux usages du numérique. Et là, il y a un sujet, sans compter l'arrivée de la réalité virtuelle, je vais aller regarder ça, le fameux méta qui pourrait peut-être arriver ou pas. Ça va vite, et en fait, c'est peut-être ça le vrai truc. Ça va très vite, et donc, comment est-ce qu'on arrête d'avoir peur du changement et comment est-ce qu'on éduque à vivre dans un monde qui change? Voilà. Moi, c'est ça comment est-ce qu'on rend serein par rapport au fait qu'on ne sait pas, c'est pas grave, on va y arriver et on va faire comme l'a fait toute l'humanité avant nous. Et on est là, donc c'est que ça a quand même plutôt pas mal marché. Donc, comment on crée ça? Ouais. La dématérialisation des services privés, des services publics, l'effort de la mesure en amont, les gains de productivité, et donc la suppression quand même d'une partie des coûts. Là, on ne résout pas le problème, en fait, ça peut pas. On est comme dans le métro automatique, finalement, à force de voir ça relève de l'utopie. Tel que je le vis, j'ai souvent l'impression que la dématérialisation des services laisse résumer un petit peu plus de la violence des échanges dans les groupes employés. Je pense face à quelque chose qui n'est pas humain, donc soit ils pleurent, soit ils sont en colère. Là, on est quelque part dans un paradoxe. On va remettre de l'humain là où on l'a envie pendant des gains de productivité. Vous ouvrez un très beau débat, je vous en remercie. Par contre, je ne pourrais pas le tenir là, d'autant plus que ma conviction personnelle,
c'est que le numérique est politique et qu'on doit s'en emparer absolument, y compris que nos élus doivent comprendre que le numérique est politique et que donc les élus doivent faire des choix politiques du numérique. Dit autrement, les élus n'ont pas toujours choisi de déshumaniser, c'est plutôt les cabinets de conseil qui ont fait les services numériques qui l'ont fait ces choix-là. Sauf que comme en face, il n'y a pas de compétences, et comme en face, les gens sont très peu formés, les décideurs n'ont pas les niveaux de prendre les décisions, et ben, du coup, ça ne marche pas et ça donne ce que vous donnez. Et donc, mon combat personnel, c'est de dire comment est-ce qu'on n'accepte pas un totalitarisme numérique. Et donc, personnellement, je ne paye plus un eurodateur parce que tant que Parkeon et d'autres et les autres ne me permettront pas de payer de manière non numérique aussi et d'avoir une alternative, eh ben, je refuse de devoir donner ma plaque dans un appareil. Et voilà, et c'est un de mes combats, mais c'est de dire on doit réclamer en tant que citoyen des alternatives anonyme parfois. Ça ne veut pas dire non à la démat, hein. J'adore le pass Navigo parisien anonyme qui me permet d'avoir un service dématérialisé mais qui ne me trace pas et ça me va très bien. Donc il y a des solutions, il y a des choix, il y a des implémentations politiques, mais pour ça on a besoin de paroles politiques du numérique et d'avoir dans la campagne qui s'annonce devant nous, on n'en entend strictement rien. Mais rien. Et allumez, lisez, tout ça, regardez, rien. Si vous trouvez un truc, écrivez-moi, mais rien. Donc, voilà, donc il y a un enjeu de oui, le numérique est politique, il redessine la société. Et donc, on doit accepter de reprendre le numérique sous cet angle-là. Et ça demande de comprendre les enjeux, ça demande de comprendre les stratégies, ça demande de comprendre les acteurs, et ça demande donc de sortir d'une vision outil et technologiste du numérique pour se dire le numérique est d'abord la manière de créer nos interactions sociales. Et je pourrais y passer des heures, donc je m'arrête. Oui, bah après, on peut regarder le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Moi, je suis de caractère assez optimiste. Tout ça, en fait, ça reste que des outils. Après, c'est la façon de les utiliser. Pour preuve, le Covid, tout le monde en distanciel. Dès qu'on a pu refaire du présentiel, tout le monde était content. Donc, les relations humaines, elles sont dans notre humanité et ce besoin. Si on a formé les villes, c'est parce que les gens ont besoin de se rassembler, parce qu'ils ont besoin en fait d'avoir cette sociabilité, et ça j'y crois, et ça va perdurer. On rajoute que des outils, et derrière, ce que j'appelle l'accompagnement changeant, ça va prendre énormément de temps. Quand j'entends mes collaborateurs dire je passe ma journée à dépiler mes mails, oui, il y a toute une éducation aussi à utiliser, la façon, il y a l'usage, comment on les utilise. C'est ça, c'est surtout les bonnes questions qu'il faut se poser. Oui, et le confinement, moi, je n'aurais pas voulu faire le confinement sans le numérique. Je voulais juste imaginer un tout petit peu ce que ça veut dire. Ce qui aurait été le cas il y a un siècle, ou il y a même 50 ans, ou il y a même 30 ou 40 ans, ou il y a même 20 ans, en fait. Le numérique, le confinement sans le numérique, perso, je vis en Vendée dans un lieu-dit pas probable où il y a 2 maisons, je peux vous dire que voilà, c'est un peu compliqué quand même. Donc comme tout, il est positif et négatif. Il est à la fois le remède et le poison, comme aurait dit malheureusement Ben Stiller. C'est pour ça qu'on doit s'en emparer, qu'on doit en faire débat. Peut-être une ou deux dernières questions dans la salle, s'il y en a, ou à distance également. Et ensuite, je vais vous inviter du coup à un rapport d'étonnement, c'est-à-dire que quand vous allez vous retourner, donc dans la salle au fond, il y a des panneaux qui sont affichés en rouge avec des flèches. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va tester un petit peu votre capacité d'attention et de restitution pour aider finalement à la clôture aussi de cet événement. Et du coup, on vous invite à participer à ce rapport d'étonnement en notant une idée, un point saillant, un enjeu identifié, quelque chose en tout cas qui vous a impacté, avec lequel vous souhaitez partir peut-être aujourd'hui, garder à cogiter, parce qu'on sait que là, on vient plutôt d'ouvrir en fait un échange qui pose à la fois énormément de questions et à la fois dont il faut qu'on s'empare tous et toutes finalement. Donc, n'hésitez pas en tout cas à contribuer à ce rapport d'étonnement qui va participer encore une fois du coup à la clôture de notre événement. J'aimerais remercier du coup tous les intervenants aujourd'hui présents du coup et qui ont permis d'animer cette table ronde qui fait vraiment du coup une illustration assez concrète de nouveaux lieux de médiation numérique
et de nouveaux liens créés avec les usagers et de nouvelles postures du coup adoptées par ces organisations-là. Donc merci à eux et bonne suite d'événements à tous et toutes.